reçoit Christophe Bichet. Salut Christophe. Salut. Et Christophe, ça fait 20 ans qu'on se connaît, nous. Et je disais ce matin à Camille que on aurait pu lancer ce podcast uniquement pour toi, uniquement pour raconter ton histoire, uniquement pour passer ce moment avec toi, pour faire un petit teaser comme ça aux auditeurs. Toi, ça fait pas mal de temps que tu es sur les réseaux, sur LinkedIn, mais tu es un espèce d'ovni dans cet univers qui va vite. Ton parcours est complètement atypique, où il y a de la maladie, il y a le fait de survivre, il y a de l'escalade. Aujourd'hui, t'es dans un discours où tu cherches à promouvoir la joie, tu cherches aussi à promouvoir, comment tu dis, l'anti-plainte? Ouais, bah, ça, c'est un peu marketing, hein, mais parce que, on va pas se mentir, d'ailleurs, dans mes comptes, il y a un exercice que je dis de temps en temps, je leur dis: «Il faut absolument se plaindre aussi», quoi. C'est Mmh. donc toutes les injonctions qu'on entend dans le dev perso, je sais pas si on en parlera, mais moi, ça me sort par les trous de nez, quoi. Il faut pas, et cetera, mais enfin bon, bref. Ouais, ouais, On ouais. va pas commencer tout de suite, mais On va en parler. Hem, En tout cas, nous, on est amis depuis 20 ans. On a l'escalade en commun, on a l'hypnose en commun, on a l'accompagnement, des gens aussi en commun et pour toutes ces raisons-là, enfin, bienvenue sur Héros minuscule et je parie que ça va être un chouette épisode. je suis enchantée et en plus, l'air de rien, ça fait, c'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps, mais on s'est croisés assez peu et on a les quelques rares moments dans le temps où on a vraiment pris le temps d'échanger, de se poser, sont assez, limités finalement et donc mais à chaque fois, c'est hyper intense et puis on sait, même de très loin, que qu'on s'apprécie, qu'il y a beaucoup de connexions, qu'il y a beaucoup de choses qu'on partage. Et donc je suis trop contente. Franchement, c'est super quoi. Dimanche matin, c'est génial. C'est ça. Nous, il y a une petite question qu'on aime bien, poser au début de l'épisode à nos invités. C'est, quelle est ta météo intérieure du jour? Alors ma météo intérieure, je me sens un peu fatiguée par le rythme des, derniers jours. Mmh. Mais à part ça, je me sens tout à fait, joyeux, serein et en fait assez léger même. Assez léger parce que, en fait, je peux pas ne pas me rendre compte de la chance que j'ai de tout un tas de choses qui se sont passées ces derniers jours et aussi de la chance que j'ai d'être avec vous ce matin. Vraiment, 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 je suis super, super content, quoi. Heu, Voilà. Sans être excité non plus, mais je Posé. suis voilà, très heureux, très heureux. Ouais. Super. Comment est-ce que tu te présentes? Comment tu te définis? Parce qu'on a fait une tentative avant, mais comment toi tu te Ouais, c'est toujours une question un peu emmerdante, ouais. parce que, enfin, pour tout un tas de raisons, dessous, il y a vite, de l'arrogance, il y a vite, une étiquette qu'on se met sur la tronche, il y a beaucoup de choses comme ça et donc il y a tout de suite, un costume, que hop, j'endosse à partir du moment où, je vais dire: «Je suis», hop, hop, voilà, terminé et donc si tu me poses la question là maintenant, moi je dirais que je suis un homme, comme un autre, un être humain et que dans cette aventure-là, je suis, un père de famille, déjà. J'ai la chance d'avoir une petite fille et d'avoir une compagne, à mes côtés. Hem, Si je déçois un petit peu, je profite quand même beaucoup de la vie, d'accord? Donc je suis un profiteur. On y reviendra parce qu'il va falloir que tu nous dises un peu, comment t'en es venu à profiter de la vie, Ouais, parce que c'est c'est honteux. c'est C'est honteux. honteux. Est-ce que c'est la première fois Franchement, tu vois, Il y qu'un a quel invité nous dit: «Bah, moi, voilà, je suis papa, puis je profite de la vie». ouais, bah, ouais, ça me va bien ça. En fait, ça, c'est la réponse que j'aimerais dire, à des personnes qui me posent la question dans un contexte, social un peu plus standard.
Et oui, parce que sinon effectivement, je dirais: «Bah oui, je travaille comme, conférencier inspirationnel, coach de vie et cetera» et puis voilà. Mais c'est pas ça la vérité. Mmh. Ça, c'est juste, une petite bribe, quoi. Et comment t'en es arrivé là? Parce que à profiter de la vie, si on prend, ton parcours, et c'est marrant parce que tu t'es pas du tout, présenté comme ça, toi, dans ton parcours, il y a eu une maladie, et lorsqu'on a vu, on a un peu bossé en tout cas, hem et qu'on a vu la communication qui avait eu lieu autour de toi, où souvent cette maladie-là était un peu l'étiquette qui te présentait en premier. Et là, c'est une étiquette que toi, tu présentes absolument pas. Non, effectivement, j'en ai pas du tout parlé. Ouais. Du coup, c'est moi qui en parle, mais Mais tu as raison et alors, c'est, c'est vraiment rigolo en fait parce que, même, le titre, de votre podcast, «Héros minuscule», commence quand même par le terme «héros» et je crois que pendant très longtemps, je pense jusqu'à mes 25-30 ans, moi j'étais vraiment l'archétype du héros par excellence. C'est-à-dire qu'on m'avait fait rentrer, mais bon, je c'est de la soumission volontaire, donc j'ai accepté aussi de rentrer complètement dans ce rôle de l'enfant, héros qui survit, qui traverse l'adversité, qui est vraiment remarquable, extraordinaire, qui ne se plaint jamais, qui est toujours content malgré les trucs horribles qui lui sont arrivés et en fait, moi, ma bataille, ça a été de me sortir de ce personnage-là. Et ça a été assez douloureux, assez compliqué parce qu'évidemment, il y a tout un tas d'avantages à être sur un piédestal, être toujours encensé et cetera. Mais en fait, pendant de nombreuses années, je me suis éloignée comme ça, petit à petit, de en fait, qui j'étais. C'est-à-dire un mec, tout à fait banal et tout à fait comme tout le monde, quoi. Avec, de temps en temps, je me mets en colère, de temps en temps, je suis pas fiable, de temps en temps, je suis vraiment un connard, de temps en temps, je suis aussi tout ça, quoi. Voilà, quoi. Donc, de temps en temps, je réponds pas aux messages parce que j'ai pas envie, parce que ça me fait chier et puis je fais genre: «Ah désolé, j'avais zappé», alors qu'en fait, c'est juste que je suis comme tout le monde, quoi, tu vois? J'adore. Et Complètement honnête. bah oui, bah oui, bah oui. Mais, et du coup, est-ce que tu es, bien, enfin, j'allais dire en paix avec qui tu es aujourd'hui? Est-ce que te entre guillemets, ouais, est-ce que tu représentes, tu bien? Ouais, maintenant de plus en plus. De plus en plus, hem et même, je vais au-delà, c'est-à-dire que je m'en soucie de moins en moins. OK. Ouais, je je me fous de plus en plus de choses, mais au sens, avec beaucoup de générosité, avec beaucoup de gratuité, et de légèreté, quoi. C'est pas si grave, quoi. Mmh. Tout ça n'est pas si grave, c'est OK, quoi, en fait. C'est OK. Est-ce que tu c'est marrant parce que c'est quelque chose, je trouve, qu'on retrouve un peu, dans enfin, chez nous, et j'ai l'impression que ça vient un peu avec l'âge. Est-ce que toi aussi, tu as l'impression que c'est ça ou pas? Tu sais, l'expérience de vie et puis, au fait, avec l'âge, tu dis: «Oh ça, je vais plus perdre d'énergie avec ça» ou Ah oui, c'est sûr, je pense que le fait d'avancer dans le temps, ça joue quand même mmh. sur la maturité petit à petit et puis, il me semble que c'est Jung qui, disait qu'on commence à vivre à partir de 40 ans. Avant Finalement, on ah ouais, on va être assez d'accord. voilà. Je sais pas quel âge est-ce que vous avez, mais on Ah, n'est on pas s'en loin, rapproche. ouais, c'est ça. juste à côté. C'est vrai? C'est quand toi? 39, du coup, Non, 38. Bien 38-39. 38 cette année? On dirait une, température. Attends, attendez le pouls monsieur, faites voir parfait. C'est On sent le mec qui a arrêté de compter, Oui, tu c'est sais? ça. Il a arrêté. Mais ouais, bah, c'est 80-87. Donc tu vas sur tes OK, 38. ouais, Ouais. ouais. Et toi? Moi, je suis de 85, donc je vais avoir 40 ans cette année Eh ouais. et oui, indubitablement, je en fait, j'ai l'impression d'avoir testé beaucoup de choses, d'avoir, merdé à plein, 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 plein d'endroits et donc c'est le fait d'avoir merdé partout qui me dit un peu plus maintenant, là où j'ai plus envie de me prendre le chou quoi, tout Mmh. simplement. Tout simplement et donc oui, le temps,
Le temps aide, évidemment, il y en a qui y arrivent plus tôt, Ouais. d'autres jamais. Eh Voilà, ouais. il y a de tout, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais t'as le temps et puis t'as Mmh. les obstacles et les échecs, bon, enfin, tu vois, les trucs que t'as pas réussi Mmh. et puis la résilience. Hem, pour les auditeurs qui te découvrent, et puisque tu as quand même un peu évoqué, le ton parcours, mais toi, est-ce qu'on peut revenir un peu sur, juste quand même un peu cette maladie qui n'est pas une étiquette, OK? On a bien compris. Parce que toi, tu as un parcours atypique. Tu es dans le nord de l'Europe au début quand tu nais, à Oslo? Ouais, tout à fait. Je suis née, en Norvège, à Oslo, ouais. En Norvège? Mmh. En Norvège? Mais qu'est-ce que En Norvège. qu'est-ce que tu foutais en Norvège? Eh bah, écoute, des bonhommes de neige, quoi, j'imagine. Et non, mais mes parents bossaient à l'époque, enfin mon père, a fait toute sa carrière dans la banque, donc il a été, amené à voyager un petit peu partout Mmh. et à ce moment-là et ben, on était en Norvège, quoi. Il était en Norvège, il avait un poste là-bas, OK. donc c'est pour ça que je suis née là-bas, voilà. Et et de la Norvège après, vous arrivez, en France, pas très loin de la Ouais, région parisienne, c'est ça? ouais, c'est ça, on était dans l'Essonne, à Hyères Ouais. exactement, 91. Ah, c'est pas le même climat que l'autre hier. Non, effectivement. Et et hem et la maladie qui est découverte à ce moment-là, c'est une maladie qui peut-être les auditeurs vont découvrir, c'est la maladie de Fanconi. Ouais, tout à fait. Ouais, Tu peux nous en dire un petit peu, ouais, c'est pas Panzani, c'est pas, c'est pas Panzani, c'est Même si pas, ça rime. Fanconi, Stromboli, c'est pas le cirque, Stromboli. tu vois? Non, mais effectivement, Fanconi parce qu'elle a été découverte par un médecin pédiatre italien, italiano, si, Sì, si, sì, eh, mozzarella. Fanconi, voilà. Et on en rigole, mais c'est quand même, une vraie saleté, c'est-à-dire que, j'avais 4 ans lorsque le diagnostic a été posé. C'est juste quand on rentre, en France, après la Norvège et effectivement, à ce moment-là, j'ai des, enfin bon bref, après toute une, série d'examens parce que j'ai des bleus un petit peu partout. Alors bon, comme avec mes parents, on a toujours fait pas mal de sport, pas mal d'activités un peu outdoor, ils s'inquiétaient pas tant que ça, mais n'empêche que ça faisait beaucoup et donc effectivement le diagnostic est déposé et l'idée, en tout cas ce qu'on dit à l'époque, c'est: «Voilà, vous avez un enfant qui a une maladie génétique, héréditaire, rare». Il y a 200-300 personnes, en France qui ont cette pathologie, en moyenne et il a sa moelle osseuse qui ne fonctionne quasiment plus. Donc les comptes sanguins sont très, très, très bas, donc plaquettes, globules rouges, globules blancs, ça commence à être tendu. Donc c'est pour ça que dès qu'il se cogne, bah, ça fait un bleu énorme, même si c'est un tout petit accro là. C'est pour ça qu'il a eu des infections assez importantes, à répétition, parce qu'il a très peu de défense immunitaire et c'est aussi pour ça qu'il s'essouffle de plus en plus et que le sport, c'est de plus en plus compliqué, parce qu'il a quasiment plus de globules rouges. Donc il faut passer par une greffe de moelle osseuse, ça veut dire trouver un donneur compatible, hem et à l'époque, les techniques de greffe, c'est quand même un peu le Far West, donc les chances de survie à cette époque, c'est de 1 sur 4 quoi. Donc sur 4 personnes qui rentrent dans le processus de greffe, il y en a qu'1 qui ressort vivante. Donc c'est quand même un peu rock'n'roll et quand bien même ça fonctionnerait bien, après ça, il y a, le deuxième truc qui est un peu problématique, c'est qu'il y a des risques, il y a des susceptibilités d'avoir des cancers qui sont multipliés par, un nombre incalculable de fois par rapport à la population normale. Donc on est sûr d'avoir des cancers très tôt, très jeune et beaucoup. Donc ça, c'est le package un peu, de début que mes parents apprennent. Moi, je m'en souviens pas parce que, j'ai toujours vécu avec ça comme c'était à 4 ans. En fait, mes premiers souvenirs, je c'est ça fait partie de moi, ça fait partie de mes premiers souvenirs. Donc j'ai grandi avec cette identité-là. Donc c'est pour ça que pendant quelque temps, je me présentais comme un malade professionnel. Parce qu'effectivement, je suis un professionnel de la gravité de la Je maladie, c'est mon quotidien, voilà. J'ai pris un CDI en en maladologie, en en maladologie. hôpitalologie, tout à fait.
Je t'avais dit il prenait les choses avec. Oui, oui, avec, c'est assez, perturbant, enfin, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je fais: «Waouh!» Enfin, vraiment, c'est une force ouais, de vie et de joie aussi qui tu dégages, c'est assez incroyable. Ouais, c'est cool. Mais mais c'est pas venu comme ça et c'est pas tout le temps le cas, hein. Ouais, Oui. ouais, 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 ouais. j'imagine Et et vas-y. non, vas-y, je t'en prie. Mmh. Non et du coup, c'est ça qui est aussi, super beau dans ton histoire, c'est que du coup ta greffe a fonctionné? Donc la greffe a fonctionné, même si on a dû attendre 6 ans avant de trouver un donneur compatible. Donc j'ai eu, des transfusions encore et encore de rouge, de plaquettes, de machin et cetera et quand un donneur compatible a été trouvé, c'était un donneur grec. Donc ils ont cherché même dans des bases de données de donneurs, internationales. Mmh. Donc si vous n'êtes pas inscrit sur ce genre de base de données, faites-le. Vous pourriez peut-être sauver des poireaux comme moi Des pois. et Non, mais c'est bien de le rappeler Ouais, bah, tout à ouais, fait. ouais, on oublie ce parce truc. qu'on zappe, qu'effectivement, bah, on peut aider alors que ce soit le sang ou des choses comme ça. Oui, On c'est tout essaiera commun. de mettre en lien, du coup, des sites où les auditeurs pourront le faire. Ouais, ouais, le don de moelle, don Ouais, de moelle osseuse, ouais, tout simplement OK. et donc oui, effectivement, donc la greffe, finit par plutôt bien fonctionner. Moi, je fais partie des vraiment des chanceux, c'est-à-dire qu'il y a pas d'autre mot, hein. J'ai eu du bol, quoi. Il y a peut-être quelques facteurs éventuellement psychologiques, mais on va pas se mentir, hein, je je crois qu'il y a beaucoup de mystères qu'il faut accepter dans le fait que, pourquoi est-ce que moi je suis là et pourquoi est-ce que d'autres ne le sont pas? Mmh. Et que, on peut chercher du sens, à tout ça, mais à un moment donné, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens Mmh. et c'est comme ça, quoi. Ouais, bah, ouais, forcément. En plus, vu ses stats et en parallèle de l'attente, toi, tu fais de l'escalade. Tu découvres l'escalade, enfin, tu fais du sport, mais tu fais de l'escalade, hein, notamment, Bah, ouais, mais je découvre l'escalade justement à peu près à cette période. Enfin, un petit peu avant déjà, on en faisait à Fontainebleau avec mes parents. ouais, Mais le moment où ça commence à prendre vraiment, c'est après la greffe. d'accord, Et en fait, parce que, je me retrouve quand même dans une situation où évidemment, lorsqu'on est face à des questions de vie, de mort, pourquoi moi, pourquoi pas les autres et cetera, à un âge où normalement, on joue avec ses copains, dans un bac à sable, heu, évidemment, on prend une maturité folle. mmh, Et donc, moi, ça m'a, dissociée complètement des autres, enfants qui avaient le même âge que moi. Donc je me sentais complètement en décalage avec les autres et l l'escalade, en fait, ça m'a plu tout de suite et donc ça a été vraiment une espèce de thérapie de réinsertion dans la banalité du quotidien, quoi. Tu vois? Parce que quand je suis sortie de greffe, je voyais, par exemple, mes 2 frangins à la maison, donc j'ai un petit frère et un grand frère Qui se qui se chamaillaient pour des trucs à la con, pour une assiette de soupe, pour une fourchette, pour je sais pas quoi et je comprenais pas, quoi. C'est Ça me rendait complètement dingo. Je me dis: «Mais comment est-ce qu'on peut se 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 chamailler, se plaindre, de trucs qui n'ont absolument zéro intérêt?» En tout cas, c'était mon point de vue à ce moment-là, quoi, parce que chacun regarde, la réalité non pas telle qu'elle est, mais telle qu'on est. Donc heu, donc je trouvais ça complètement dingue. Et c'est là que j'ai commencé à être complètement allergique à la plainte. Mmh. D'accord. Mais vraiment, ça me rendait ouf, quoi. Dès qu'une personne commençait à se plaindre ou, à dire sans le dire des trucs sur les autres, sur la politique, sur le monde, sur tout ce qui n'allait pas, je me dis: «Mais comment tu peux ne pas voir la chance que tu as d'être en vie, en fait, quoi?» Mmh. Et la grimpe m'aidait à ne pas penser à tout ça, en fait. Parce que quand tu grimpes, toi tu le sais très bien. Je sais pas si tu grimpes aussi un petit peu? Bah, j'ai essayé, mais du bloc, donc j'ai pas Ah mais trop le quand temps même, hein. de Ouais, mais quand même un peu, quand même. j'ai essayé un petit peu, ouais. Et ouais et donc quand on grimpe, un des trucs assez évidents dont on se rend compte assez vite, c'est que si tu es pas dans le moment présent, Et ouais. tu tu tombes, tu croutes, tu foires Ouais.
et donc la grimpe m'a aidé à me recentrer sur l'instant présent, en fait, quoi. Parce que sinon il y avait Mmh. trop de violence, enfin je voyais trop de violence autour de moi, quoi. Et ouais. C'est marrant parce que pas la première fois, moi, que j'entends ce décalage lorsque tu vis quelque chose d'aussi intense que des questions sur effectivement la survie, la vie, comme tu les évoquais. Des fois, ça détache et ça rend presque irascible par rapport aux choses du quotidien, tu vois? Ouais. Et en fait, on se retrouve à juger les choses du quotidien. On se retrouve dans la position qu'on n'aimerait pas avoir finalement, tu sais, de juger les petits tracas du quotidien alors que, les petits tracas du quotidien, bah, ils ont aussi une importance pour d'autres et en fait, c'est marrant ce décalage-là. Oui, tout à À fait. la fois, ça donne envie de plus profiter de la vie, d'avoir une espèce de valeur de vie et en même temps, bah, ça peut isoler, beaucoup. Oui, et effectivement, je me suis beaucoup, isolée en dehors de ce petit groupe l'escalade de cette communauté-là. Mmh. J'avais beaucoup de mal, à m'intégrer tout simplement. Parce que je jugeais tout le temps, parce que je j'acceptais pas que les autres puissent penser différemment, donc j'étais effectivement, complètement, irascible. Enfin, c'était, je pense que ça devait être très, très dur pour les autres. C'était compliqué d'être avec moi, quoi, et le pire de tout ça, c'est qu'eux pouvaient pas m'en vouloir parce qu'ils savaient que, heu donc c'est c'est pourri, quoi. Je rigole Non, parce mais que alors moi ouais. j'ai pas souvenir que ça a été compliqué d'être avec toi quand on bossait à Murmure. Mais, mais par contre, je m'amuse parce que toi, tu commences à bien connaître le monde de l'escalade aussi. C'est un monde où il y a énormément, love à tous les grimpeurs, mais attention, punchline, enfin, il y a énormément de plaintes, quoi. Les grimpeurs, C'est clair. c'est Alors le move, il est morpho, la prise, elle est trop loin, le dévers, ouais, la prise, elle est un peu mouillée. Non, puis c'est pas le bon jour, puis c'est poisseux, puis c'est trop humide, puis c'est trop ah bah, froid, non puis mais c'est c'est clair. et puis surtout, non Pas mais le bon assureur, c'est pas le bon assureur, tu tu me vas pars pas sécher, correctement, voilà, tu, tu vas tu me pars pas correctement, c'est euh, ou alors ouais non mais ça c'est pour les grands, ça c'est pour les petits. ouais. Et Mais c'est vrai. toi, tu t'es mis dans ce sport-là. Mais ouais, Tu vois? J'ai pas assez de biceps, ah non, je suis trop lourd. Enfin, bah, c'est drôle, quoi, en vrai. C'est assez c'est presque attendrissant, quoi, tu vois? Mais non, n'empêche que toutes ces plaintes que j'entendais, moi, à chaque fois, je me disais, enfin, déjà, je me disais rien, mais j'en pensais pas moins, bien sûr, et je me suis dit: «Toutes ces plaintes, moi, je vais leur prouver, là, tous ces neuneux, là, qu'en fait, ça n'a absolument aucun rapport, qu'il faut Mmh. arrêter de se raconter des histoires, des salades, des excuses, des machins, et qu'on peut aller très, très, très loin juste en faisant les choses, quoi». et ouais. Et il y a Mmh. pas besoin de mental, il y a pas besoin d'être en confiance, il y a pas besoin de rajouter tous ces mots-là comme des prérequis pour commencer à y aller et pour progresser. Mmh. J'ai un souvenir de toi où, parce que pour ceux qui ont pas la vidéo, tu mesures 1,49 m. 1,49 m. 50, allez. Ah ouais. Même moi, j'essaie d'arrondir comme ça sur Allez 79, 50, je passais juste en dessous et dommage. genre, et tu pèses, 35? 33-34 kilos. OK. Ouais. Donc, moi, le souvenir que j'ai de toi, c'est toi suspendu dans le gros des verres, à Pantin, donc vraiment, c'est Mmh. complètement à l'horizontale, quoi, quasi. Et et lui serrant des prises qui sont des pieds pour d'autres, mais Ah en oui. disant: «Bah, non, mais regarde, ça passe et tout», et il trouvait des astuces Mmh. partout. Et quand il ouvrait des voies, après les clients venaient, tester les voies et puis des fois, il disait: «Ouais, non, mais là, c'est morpho», et puis Christophe allait les voir en disant: «C'est moi qui ai ouvert», tu vois? Oui, c'est vrai ça. Puis ils font 1,85 m les gars, puis d'un Ouais. seul coup, ils deviennent blêmes en disant: «Attends, c'est toi qui as ouvert?» «Ouais, c'est moi qui ai ouvert, je te montre le move».
bah, non, en fait, ça va aller, hein, tu vois? Et Ça m'amusait beaucoup effectivement de faire ça, ouais, 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 ouais. ouais, ouais. J'imagine, ouais. C'est Un peu vache, mais et au point même où tu grimpé tu grimpé très fort. Tu fait des 8 à bloc, alors pour les cotations, c'est, à cette époque-là, encore aujourd'hui, c'est pas la majorité des gens qui grimpent du 8 à bloc, quoi. non, Donc non, effectivement, mais c'est ouais, alors, c'est vrai que même en bloc, je suis allée jusqu'au 8B, et puis en voie jusqu'au quasiment 8C+, 9A, en fait, ouais. Ah ouais. et avec, du à vue, pareil jusqu'au 8B, en fait, à vue en voie et ouais, ouais, mais mais vraiment, en fait, j'avais à cœur de montrer que qui on est n'a absolument aucune importance sur ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que ça ne détermine pas grand-chose, quoi. Mmh. Et qu'il faut arrêter de se raconter des histoires sur ce qui a l'air d'être possible ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Parce que fondamentalement, c'est peut-être un peu philosophique, un peu, mais vraiment niveau 0,1, c'est je sais pas ce que je sais pas, quoi. C'est-à-dire j'en sais rien. Je sais pas si c'est possible et le nombre de fois où moi dans ma tête, j'allais dans une voie et tout le monde m'avait dit: «Mais c'est morpho, il y a un move, c'est impossible» et qu'effectivement en y allant, je trouvais ça impossible et en fait juste en essayant de chercher, en répétant, en abandonnant, enfin avec tout ce petit processus de d'y retourner, bah, il y a un moment donné ça passe et tu sais pas pourquoi. C'est et ça, ça m'a beaucoup appris pour le coup. Ouais. Ouais, j'imagine. J'avais une petite question, par rapport à ta famille. Tout à l'heure, tu parlais un peu de tes frères. Ça a été quoi justement, ton cocon familial à ce moment-là? La découverte de la maladie, enfin et même plus tard quand tu t'es opérée, tu as eu tes frères, tes parents. Ça a été un j'imagine un soutien, primordial. Enfin, est-ce que tu peux nous raconter un peu c'était quoi le contexte familial? Oui, alors le contexte familial, c'est que je suis, dans une famille qui est globalement optimiste. Donc ça m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que je dis, il y a peut-être quand même deux trois facteurs, Mmh mh. environnementaux qui font que ça m'a aidé quand même à traverser beaucoup de choses. Mmh. Ça c'est indéniable. C'est-à-dire que malgré les risques, par exemple, qu'il y avait à ce que je me fasse mal, à ce qu'il y ait des hémorragies internes et tout, on a continué d'aller faire, des balades en montagne, d'aller faire du ski, d'aller faire des trucs comme ça, quoi. Alors que clairement, il y avait un risque important, quoi, hein. Si, je me prends une gaufre et que je me fais mal, ça pouvait être hyper tendu, quoi. Mmh. Donc ce bain-là m'a quand même, beaucoup aidé, notamment pendant la période de la greffe. Par contre après, ça m'a énormément desservi et c'est une espèce de bombe à retardement parce qu'on était plus dans une famille de type, suroptimisme. Finalement. Dans le sens oui? Explique-nous. Alors non, mais c'est enfin, j'ai plein de questions, mais c'est de l'optimisme étant quelque chose qui a tendance à manquer, tu te Oui. dis: «Ben, déjà, comment est-ce qu'on peut aller sur le suroptimisme?» Alors, envie d'en savoir plus. Ouais, alors bon, on sait tout ce qui est aux extrêmes, ça se rejoint. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pessimiste tout le temps, c'est tout aussi débile que quelqu'un qui est optimiste tout le temps. Les 2 sont dans le déni, en fait, hein, c'est là que ça se rejoint et moi, dans ma famille, il y a quand même un petit peu cette notion de si tu veux, les phrases que j'entendais, c'est: «Non mais ça va aller, t'inquiète pas, on va faire ci, on va faire ça et on va continuer d'aller de l'avant, toujours faire des projets pour le futur». Ce qui est effectivement, hyper important, quoi, Mmh. factuellement et pourtant, en fait, il y a un moment donné, tout cet optimisme-là, moi, ça m'a enfermée parce que je me rendais compte que indirectement, ce que ça veut dire, c'est que j'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas le droit d'être en colère, j'ai pas le droit d'être découragée ça a jamais été vraiment pris en charge, en tout cas par mon cercle, familial et donc c'est à un moment donné, j'étais pas bien, donc j'ai eu de la dépression aussi
parce qu'il y avait pas de place pour exposer ça quoi, pour le vivre, pour le ressentir. Mmh. Alors que je crois que j'avais deux trois raisons, pour le coup, de me plaindre un petit peu, de me dire: «Putain, mais pourquoi ça m'arrive à moi? J'en ai marre des rendez-vous à l'hosto, j'en ai marre des cancers, des opérations», quoi. Bien sûr. Tu vois? Et en fait, les 2 sont importants. C'est là que je me suis vraiment rendu compte que les enfin, évidemment, il y a des gens qui ont besoin d'être un peu plus optimistes, mais il y en a d'autres qui ont besoin d'être moins et on a besoin d'avoir le choix, quoi, d'avoir le choix d'exprimer l'un ou l'autre et c'est pour ça que toutes les injonctions m'emmerdent profondément, quoi et ah ah je sais pas C'est si drôle, j'ai envie de réagir, mais peut-être que Vas-y. toi aussi tu peux réagir au vu de ta carrière. C'est souvent en fait l'optimisme et le côté positif. Aujourd'hui, on en a fait quelque chose qu'il faut absolument être positif, optimiste. Hem, ouais, Effectivement, tu vois, tu dis: «Ça va aller, aller de l'avant, les choses finissent par payer, allez, on continue». Mais en fait, ça devient presque une espèce dans une certaine mesure, de totalitarisme du «aller bien». Il faut aller bien. ouais, tout à fait. Un peu coûte que coûte, quoi. Mmh. Ouais. Et avec les dérives et en sport, c'est, non mais tu as plein de sportifs qui se disent: «Mais il faut que j'ai des pensées positives, il faut que j'ai des pensées positives, mais en même temps, je me sens être une sous-merde là». Exactement, mais oui Et et donc ils sont dans le ils s'éloignent d'eux-mêmes, ça crée une espèce d'écart immense entre qui ils sont vraiment et puis, ce qu'ils imaginent qu'ils devraient être pour ouais, réussir, quoi. complètement, ouais. Je sais pas si toi tu as déjà, si ça te fait écho ou pas? Enfin, Si, ça fait écho et puis je pense même aux enfants, en fait. Enfin, quand Ouais. on la gestion des émotions chez les enfants, Mmh. c'est quelque chose qu'on leur dit régulièrement. Tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère et on en parle. Et en effet, après on: «Maintenant, tu l'as sorti, ça va aller». Voilà, c'est ouais, ça Tu vois? C'est un peu ça. et oui, Mais ça fait écho dans plein de domaines de vie, en fait, ouais, je trouve. ouais. prendre ce droit-là et ouais, sacrée leçon que Ouais, finalement, pas de leçon, mais en tout cas, c'est ce que je pense, quoi et je pense profondément, mais même sur la gestion, tu vois, des émotions, en fait, il y a rien à gérer avec les émotions, quoi. Parce qu'elles arrivent, elles sont là, donc il faut juste leur laisser un enfin, il faut rien du tout en vrai, quoi. Je suis en colère, je suis en colère, quoi mmh, Ouais. et il y a des chances pour que si je suis à peu près équilibrée, il y a un moment donné, je vais me saouler moi-même d'être en colère tout le temps. Donc je vais passer à autre chose, quoi. Donc je sais pas, une espèce d'élan vital de force de vie qui naturellement va faire s'éteindre à un moment donné un petit peu ça. Sauf si évidemment je commence à être addict à la colère, mmh, parce que c'est mon foyer émotionnel pour tout un tas de raisons qui me sont arrivées dans le passé et donc je me rends compte que en vrai, quoi qu'il arrive, je vais toujours aller vers la colère. mmh, C'est mon émotion primaire, je m'y sens bien en fait dans la colère. mmh. Donc là, il y a peut-être un truc à aller, en tout cas ne serait-ce que prendre conscience de ça. Mmh. Et juste ça déjà, ça permet de peut-être qu'il se passe quelque chose de différent quoi. Et ouais. Ça, je Ouais. suis obligée de Ah! mais non, mais ça me fait vraiment sourire parce que, Mmh. quand tu dis, au bout d'un moment, tu peux te saouler d'être en colère, bah, il y a pas longtemps, c'était exactement ça, quoi. Je passe une journée en colère et au bout d'un moment, tu te dis: «Mais non, en fait, enfin, là, c'est bon, je me suis saoulée moi-même. Je suis Mais voilà, fatiguée c'est d'être ça. en colère, Mais donc c'est bon, passe à autre chose». Donc c'est exactement ça. mais oui et donc c'est pour ça qu'il y a même pas besoin, de dire: «Mais arrête d'être en colère» ou Mmh. Au bout d'un moment, ça passe tout seul, quoi. mouais, tu vis ton truc et puis, et puis voilà et puis si vraiment c'est pathologique, bon, t'inquiète, tu finiras par le savoir quoi, parce qu'on te le fera comprendre. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est juste dans ces moments-là, c'est pas forcément agréable pour l'entourage, quoi. Non, ça Donc c'est sûr. presque, faut leur dire: «Bon, là, prenez un peu de distance, Ouais. j'ai besoin de gérer ça là». Bah ouais, bah ouais. Les personnes s'ajustent autour, moi je sais alors je peut-être un truc un peu touchy, mais j'ai heu, quand ma compagne a ses périodes, de règles et elle a un comportement qui se modifie un petit peu Mmh. et au début, moi ça m'énervait et Mmh. tout, ça me saoulait, je me dis:
Et puis en fait, le problème, c'était évidemment pas elle, c'est c'est moi qui étais incapable de m'ajuster. Et donc maintenant, je sais très bien ce dont elle a besoin et je l'emmerde pas, je la laisse vivre son truc tranquille et puis moi je sais que, c'est moi je prends la petite et puis, on va faire autre chose et puis voilà quoi. Mmh. Mais j'ai rien à changer chez l'autre quoi. Rien à dire, rien à Là aussi, hein, c'est riche. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est dans les anecdotes du quotidien, mmh. voir qu'il y a énormément de petites leçons et d'ajustements qui se font au fur et à mesure et qu'on apprend, quoi. Et que des fois, on n'a pas forcément besoin de se plonger dans des livres de 400 pages pour apprendre certaines leçons bah, attends, il y a des choses, c'est à moi de m'ajuster à certaines situations et puis voilà. Heu, Tu n'aimes pas les livres de 400 pages? Tu as tu J'en ai n'en as plein à la pas, C'est bibliothèque. important. J'en ai plein. Donc, tu évoquais que derrière, bah, les cancers qui avaient été, annoncés, tu en as eu plusieurs, de la langue, du palais, Ouais. tu as dû réapprendre à parler. Ouais, cancer de la langue plusieurs fois, cancer, du palais, sur la lèvre, cancer de la gorge, cancer de l'œsophage, donc j'en ai eu plus d'une dizaine maintenant Mmh. et j'ai décidé de plus les compter parce que ça n'a pas de sens, c'est pas un trophée, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. Et par contre, j'ai tout à fait intégré que ça fait partie de mon quotidien. Mmh. Que ça me plaise ou que ça me plaise pas, c'est nécessaire que je fasse des examens régulièrement pour les prendre le plus tôt possible. Parce que la petite particularité dans cette pathologie, c'est que en plus que ça revienne très, très souvent, on ne peut pas faire tous les traitements traditionnels de radiothérapie, chimiothérapie. Donc parce que si on va jusque-là, d en fait, ça va créer encore plus de problèmes et en général, c'est le cercueil qui arrive très vite, quoi. Mmh. Donc ça veut dire que tous ces cancers, il faut les prendre le plus tôt possible pour simplement faire de la chirurgie. Donc pour juste enlever, quoi. OK. Et donc c'est pour ça que moi je, hem, je m'astreins à un suivi, tous les 2 mois, tous les 3 mois sur tout un tas de sujets, avec des dermatos, avec des ORL, avec des donc j'ai des examens régulièrement et puis d'ailleurs, c'est moi qui pousse les médecins à prendre des rendez-vous plus vite à chaque fois. Parce que la plupart, ne connaissent pas bien cette pathologie, donc c'est à moi de les driver d'ailleurs et de leur dire un petit peu peut-être pas quoi faire, mais pas loin, Mmh. parce que je sais que de cette prévention-là dépend ma survie, tout simplement. Donc je le fais. C'est chiant, c'est relou, mais je le fais. Ouais, ouais. Et en même temps, tu fais un peu ce qu'on devrait faire aussi, c'est-à-dire, presque faire du préventif. Une partie de la médecine enfin, devrait être un peu ça, quoi. Mmh. Heu, Mmh. hem, ouais. Je me dis: «Tiens, on va peut-être pas partir dans ce débat-là», tu vois? Où on en est de la médecine. Bon, en tout cas, toi, derrière, il y a un moment où tu découvres l'hypnose, le dev perso, tout ça. Nous, on se revoit à ce moment-là, Oui. à travers l'hypnose. Et puis, tu as tout un parcours vers la performance, l'équipe de France d'escalade avec laquelle on avait un peu échangé aussi. Et, à t'avoir vu changer, j'ai l'impression qu'il y a eu un switch, tu vois, dans ton parcours. Tu vois, et tu l'évoquais un peu, très dans la performance, très le super-héros. Puis, à un moment, on est un peu plus sorti. Est-ce que, enfin, ça te parle ou ça te parle ou pas? Ça me parle pas du tout. Merci. De rien. Non, tu as raison, il y a eu un moment où, enfin, il y a pas eu un moment d'ailleurs, mais parce que ça se fait un peu quand même sur la durée, l'air de rien, où, globalement, je sentais que en fait, assez rapidement, la performance, ça m'a saoulée, quoi. C'est-à-dire que faire de la performance pour la performance, ça m'intéressait pas du tout et puis en plus, j'avais, une grande sensibilité aussi parce que étant musicien, j'ai fait le conservatoire en piano et en violon Mmh. et assez vite, moi, ce qui m'intéressait quand même aussi dans la grimpe, en plus de la perf, c'est de faire quelque chose de beau, quoi, tu vois? C'est de vraiment créer quelque chose
qui me semblait, beau et juste et c'est bien sûr méga subjectif, mais j'avais vraiment cette envie-là de lorsque je grimpais, je voulais que ce soit quelque part, pas forcément maîtrisé, mais qui se dégage quelque chose d'intéressant en tout cas, quoi et pourquoi est-ce que je te raconte ça? Je sais pas, mais oui et de La distance par rapport à la perf ou ton évolution par rapport au regard de la performance, ouais. ouais, c'est ça et donc en même temps, hem, une fois qu'en fait parce que il faut le dire, j'avais besoin de me prouver tout un tas de trucs. Que j'étais capable que j'étais aussi bon que quelqu'un d'une, taille normale et cetera. Et d'ailleurs sur le moment ça je n'avais pas les couilles pour me l'avouer quoi, pour me dire: «Bah oui tu fais ça parce que tu as envie de te prouver que tu es aussi bon que les autres quoi», tout simplement. Donc il y avait de l'ego tout simplement et je ne dis pas que l'ego est mauvais, évidemment mais une fois que ça s'est passé, en fait, j'avais envie de passer à autre chose quoi. J'avais envie de passer à autre chose et je trouvais que moi, ça me mettait énormément de pression, en fait, aussi et que je me mettais beaucoup de pression, que j'oubliais un peu, le fait que tout ça était un jeu, quoi et que c'était un jeu de moi-même avec moi-même et que c'est moi qui, fixais les règles et que je pouvais en vouloir à absolument personne d'autre que moi si je me sentais pas bien après avoir foiré un truc ou mais globalement, j'ai quand même souvent eu tendance plutôt à prendre les choses comme je suis là pour m'amuser, quoi. Mais bon, ça, c'est le parcours de santé qui m'a aidé à avoir plutôt cette philosophie qu'être dans la lutte tout le temps, qu'être dans la bataille, et cetera, quoi. Ouais, tu avais déjà, on peut dire, tu en avais déjà d'autres des batailles Ouais, ouais, à mener. ouais, c'est ça. Mais n'empêche que symboliquement parlant, je me suis rendu compte aussi, parce que j'ai fait un peu de solo aussi pendant quelques années et je me rendais compte Alors le solo, ouais. pour les auditeurs qui connaissent pas l'escalade, c'est le fait de parcourir, une voie, souvent une trentaine de mètres, une vingtaine de mètres, enfin, un peu plus haut qu'un bloc, sans système d'assurage, du tout. Ouais, c'est ça, sans rien, Mmh. sans aucun filet de sécurité, sans corde, sans rien du tout. Ah ouais. Et j'en fais plus du tout évidemment maintenant, mais je me suis rendu compte après coup que je pense probablement que j'avais besoin de me mettre en situation de danger de mort volontairement, parce que la maladie m'avait mis face à cette situation-là, mais c'était pas choisi. C'est-à-dire que j'étais face à la mort, mais c'était pas du tout volontaire, choisi et je pense qu'inconsciemment j'avais besoin de rééquilibrer émotionnellement en moi-même, décidant, choisissant de me mettre face à la possibilité de mourir. Mmh. Donc c'est pour ça, je pense que j'ai fait du solo quelques années et une fois que ça, je l'avais intégré, j'ai arrêté. C'est, J'ai arrêté. ouais, c'est drôle, ça fait vachement écho. Moi, j'avais fait un peu la même chose au Saussois, Mmh. alors pas quelques années, hein, heu, 3-4 montées, Ouais, un oiseau dans un trou, la peur de ma vie, hop là, plus c'est bon. plus jamais de solo, c'est bon! Ouais. Je me suis prouvé que ouais, choisir et subir. Attends, tu l'évoques aussi dans pas mal de tes posts ou de tes conférences, entre le choix, faire des choix dans la vie. Mmh. Tu peux nous en parler un peu de toi, justement les choix qui t'ont amené à penser que, ben, les choix étaient vraiment, vraiment essentiels, en fait? Oui. Oui, monsieur. Ah oui, les choix sont essentiels. Non, mais tu vois? Parce que c'est quelque chose, je prends un extrait d'une de tes conférences où tu dis: eh ben, si vous en escalade, il faut choisir une voie. Ah oui. Si vous choisissez pas votre voie, quelqu'un d'autre va le faire pour vous Ah oui, tout à fait. et ce qui est complètement logique en tant que grimpeur. Ce qui est, moins logique au quotidien, puisqu'on le voit avec des gamins, on va leur dire: «Bah, tiens, toi, ta voie, c'est,
T'es littéraire, t'es pas scientifique. Et puis ensuite, à quelqu'un, on va lui dire, bah toi, ton physique, c'est tel sport, pas tel autre. Et puis toi, on est tout le temps en train de choisir un peu les voies des uns des autres, quoi. Toi, à quel moment tu t'es rendu compte que d'abord, t'avais des choix sur ta propre voie? Parce qu'on dirait que, en fait, on dirait que très vite, t'as switché. Enfin, tu vois, on te donnait des pronostics au début, puis tu les suivais pas. Enfin, tu vois, t'as défié tous les pronostics. Alors, bien que tu sois pas un super-héros, mais tu as défié quand même tous les pronostics. Et puis, on dirait que tu es très à l'aise aujourd'hui avec le fait de choisir encore ta voie, tu vois. Euh, et c'est pas commun, c'est pas courant. Tu dois t'en rendre compte lorsque tu fais des interventions, d'ailleurs. Ouais, je comprends. Hem, alors, je crois qu'il y a quand même une chose qui m'a aidée depuis longtemps, c'est-à-dire que depuis, intuitivement, depuis assez longtemps, lorsqu'on me dit quelque chose, j'ai tendance quand même, j'ai ce petit côté un peu rebelle où, j'ai tendance à dire: «Tu me dis ça, je vais faire l'inverse». Mais comme en fait tous les enfants quoi, je leur dis: «Tu as pas le droit de faire ça», ils vont le faire quoi. Donc la limite dit, je, heu, enfin ça déclenche l'envie de la dépasser. Tu vois? Un cadre est posé précisément parce qu'on sait que ça va déclencher l'élan vital d'aller au-delà du cadre. Mm. Donc lorsque mais c'est un mécanisme qui est présent vraiment pour la plupart des gens, quoi, hein, Mm. c'est normal. Donc lorsque, moi on me dit, «Ton espérance de vie, elle est jusqu'à l'adolescence», inconsciemment je me dis: «Ouais, c'est ça, tu vas voir ce que tu vas voir», hein? Pareil, lorsque je commence à me rendre compte qu'en fait, hem, les personnes qui ont cette pathologie-là, qui sont les plus vieilles, dans le monde, ont décédé à 50, 60 ans. Je dis: «Ouais, c'est ça, tu vas voir, ouais». Et donc je m'amuse comme ça avec mon esprit à aller à chaque fois au-delà de la limite qu'on me propose. Lorsque un médecin, me disait: «Oui, le pronostic est à 6 mois, profite de la vie». Donc ce qui dans son langage voulait dire: «Il te reste 6 mois, 1 an à vivre, donc profite vraiment». Heu heu, moi je choisis de me dire: «OK, c'est quoi mon rêve le plus fou?» Parce que là quand même j'arrive pas à parler, j'arrive pas à m'exprimer, je suis timide, je suis chétif, donc ce qui serait complètement dingue quand même, c'est qu'un jour j'arrive à faire des conférences. Parce que comme j'ai l'impression que personne m'écoute, là au moins sur scène, les gens m'écouteraient. Donc j'ai naturellement cette tendance à aller exactement à l'opposé de ce qu'on me propose, en fait. Et ça m'a beaucoup aidé à mon avis. Et puis après je suis tombée sur Nietzsche et puis l'art du retournement, donc évidemment, ça Ah m'a bah. plu énormément. Mais mais encore une fois, ça a renforcé cette espèce d'idée que je suis là pour m'amuser, quoi. Et qu'on est là pour s'amuser et que de toute manière, là, ce qu'on est en train de vivre, c'est du bonus. C'est du méga bonus parce que la seule certitude, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer, là après, quoi. Une bombe des Ukrainiens, j'en sais rien, ou des Russes ou des Américains, je passe sous un bus en sortant parce qu'il y a un dégénéré qui a fait la fête toute la nuit et enfin, on ne sait pas, quoi. C'est vrai. On ne sait pas, donc c'est du bonus. Ah, ça me fait penser un peu à quand tu dis, un peu repousser les limites avec le mental, ça me fait Mmh. penser à l'hypnose. Oui, bien sûr. Moi, c'est un peu le test, tu sais, du pouce que tu fais faire, un peu au grand public là où, en fait, avec ton mental, tu fais ce que tu veux Ouais, oui. et toi, tu as repoussé les limites à chaque fois. Certes, ça montre, ta force de caractère et comme tu dis, «Ah ouais, je vais vous prouver». Enfin, on sent le challenge que tu aimes ça, quoi, que tu as ça en toi. Alors oui et en même temps, maintenant, de plus en plus, je pense pas que c'est fort enfin, c'est pas une histoire de force de caractère tant, Mmh. mais c'est que, hem, je enfin, profondément, j'essaie d'enlever tous les mots, toutes les étiquettes et puis de faire confiance à. Mmh. C'est-à-dire que je vraiment, j'ai aucune idée de ce dont, je suis capable.
et j'ai aucune idée de ce dont les autres sont capables aussi. Mmh. Donc heu, donc on va voir. Donc je veux y aller en étant un homme debout, c'est ce qui caractérise, l'être humain, un homme ou une femme debout bien sûr, c'est-à-dire une forme de verticalité et l'état d'esprit en gros c'est: «Je suis prêt, à boule, on verra bien et je vais faire de mon mieux». Mmh. Mais le si tu veux, si on fait vraiment partie du vivant, on n'a pas besoin de on n'a pas besoin de pousser le vivant pour qu'il pousse, quoi. Un arbre, il n'a pas besoin qu'on lui dise: «Vas-y, pousse, tu vas y arriver». Mmh. Il pousse, Ouais. voilà et tous les êtres humains poussent naturellement. Mmh. Ça pousse, quoi et il y a un truc qui fait qu'on va pousser quoi qu'il arrive, quoi. Donc je fais confiance à ça, à cette force de vie, en fait et donc c'est pour ça que même me dire, «Oui, c'est important que j'ai une force mentale ou que j'ai de la confiance avant de», j'ai complètement lâché tout ça, quoi. Mmh. Ça m'est complètement égal parce que j'ai j'ai pas besoin d'avoir tout ça en tête, pour simplement y aller avec avec toute mon innocence, qu'ont les enfants lorsqu'ils ont entre 1 et puis 6 ans, qu'on Mmh. va dire 6 7 ans, ils y vont quoi, point. C'est, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue cette semaine avec un basketteur professionnel et qui me disait, voilà: «Il faut que je fasse ça, ça, ça et puis que je joue en NBA pour» et je lui dis: «Mais dans quel but, quoi?» et puis il me dit: «Ben, pour pouvoir être quelqu'un». Je lui dis: «Donc là, t'es pas quelqu'un tant que t'as pas fait tout ça». Il me dit: «Bah, ouais, enfin», je lui dis: «Mais c'est peut-être ça qu'il va falloir switcher. T'es déjà quelqu'un, et tant qu'à faire», parce que lui, il entendait quelqu'un de bien, quelqu'un de remarquable, Oui, tu vois? bien sûr, bah, oui, bien sûr. Tu vois? Et tu déjà quelqu'un et parce que t'es déjà quelqu'un de bien, de remarquable, en fait, bah, voilà, après derrière, bah, tu feras, quoi que tu fasses, ça risque de bien se passer, quoi. Comme ton idée d'arbre, en fait. Mmh. Ouais. Alors petite révélation, si vous écoutez, vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Personne n'est quelqu'un de bien et en même temps, vous êtes parfait comme vous êtes. C'est ça. Parce que le bien, le mal, en plus, ouh là là, long Bah, débat, ouais. hein. Ah, grosse pression, hein, dis donc, Grosse pression, hein. ouais. Mais c'est un vrai sujet parce qu'on nous dit: «Il faut être quelqu'un de bien», quoi. Mmh. Il faut être comme ci, comme ça avant de pouvoir, en fait, vivre, quoi. Ah, moi, ça me prend pas mal de temps, moi, à essayer de plus être quelqu'un de bien, hein. Ouais, mais je suis d'accord, moi aussi ça me prend, bah, ça me prend toute la journée, quoi. Ouais. Ouais, En ouais, fait, ouais. Ah ouais, 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 hein, ouais. de me débarrasser de tout ça et on parlait du choix, le choix justement, c'est parce que, heu on le disait, tout au début, on a tous été, avares, neuneux, violents, méchants et cetera et le choix, c'est simplement, je pense, de savoir qu'il y a cette possibilité en nous. C'est-à-dire que je suis en même temps, je peux être gentil comme je peux être hyper violent. Si, si je pense que pour être quelqu'un de bien, il faut que je sois tout le temps gentil, en fait, la violence, j'y aurai jamais accès. Mais le problème, c'est que s'il y a quelqu'un qui débarque chez moi et qui est en train de de vouloir embarquer ma fille, je vais avoir besoin de la violence là, tu vois? Et si je me l si, j'ai pas cette option à l'intérieur de moi, ça va être compliqué de vivre, quoi. Donc j'ai besoin de savoir et puis d'accepter que j'ai toutes les options à disposition. Je peux être violent, je peux être un connard, je peux être, en colère, je peux être, je peux être condescendant si je veux et ça ne veut pas dire que je vais faire ce choix-là. Mais je sais que je peux l'être si je veux et je pense que ça c'est très important, de s'en souvenir, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ça évite de s'interdire des choses à soi-même, alors qu'on finalement, ça on y a le droit et puis si on se les interdit, en fait, on est quelque part notre premier censeur, quoi, donc Bah oui, puis encore une fois, on a tous été condescendants, relous, chiants, ouais. à un moment donné, quoi. On va arrêter de se raconter des histoires, on est des humains, on est Ouais, ouais, on est comme on est, quoi. Donc c'est voilà. ça, c'est accepter ces parts, enfin toutes ces facettes de nous, quoi.
Ouais. Tu raison, arrêter de coller des étiquettes, quelqu'un de bien, quelqu'un de mauvais, on l'est Ouais. tous à un moment, quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais, enfin entre guillemets, c'est je pense qu'après on fera le compte des bonnes actions, si on peut dire, enfin de ce dont on peut être fier. Oui. Ouais, 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 par exemple, ouais. Ouais, ouais. Et même pour être hyper juste, faire le compte des bonnes actions et puis les mauvaises, quoi, de Oui, tous tout les à fait. moments où on a été Mmh. vraiment, vraiment hideux comme être humain, quoi. Mmh. Parce qu'on l'a tous été. Mmh. Et tant qu'on ne veut pas vraiment le voir, bah, on se raconte, C'est ça. la petite histoire fausse, erronée que, on est une personne chouette, quoi, Mmh. avec qui c'est agréable de passer du temps et tout, on rayonne, mais pas du tout. Parfois oui, parfois non. Et ouais, ouais, ouais. Ça, c'est le truc qui, crée parfois des illusions, notamment avec les réseaux sociaux de, je Ouais. vais tout le temps bien, tu vois? Ah ouais, non mais c'est clair, hein, stop, arrêtez avec ça. Ouais, ouais, ouais. La, la paternité, Ouais, Christophe, ouais, ça t'a changé? Jonathan. Jonathan, est-ce que ça n'a pas changé? Mais pas du tout, attends, moi je choisis ma vie et tout, je décide. Ouais, Tu me prends c'est pour qui là-haut? j'ai fait partie de ceux de, j'ai choisi que ça changerait rien, la vie elle est Ouais, bien exactement comme sûr, avant et c'est moi qui décide, c'est moi qui je suis le maître de mon destin. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Je suis le maître de rien du tout. Bon, alors, ouais, qu'est-ce que tu veux savoir? qu'est-ce que je veux savoir? Bah, non, mais je voulais savoir, la Mmh, facette papa, tu vois? Quand, devenir papa, avant la grossesse, comment tu l'as vécu? L'après, enfin, OK. Alors, tu es prêt? je suis prêt. J'ai un copain qui vient de dire, «Bah, écoute, moi, quoi qu'il arrive, vas-y, je suis prêt». À bout de la sauce. Toi, tu es plutôt sauce poivre, sauce roquefort, sauce béarnaise? Roquefort, c'est bien, ouais, j'aime bien, ouais. Ouais, roquefort, c'est bien, ouais. OK, j'avoue, j'avoue. Bon alors, la sauce, la voici. Hem, il y a quelques années, lorsque j'étais avec ma compagne, c'est-à-dire que je peux vous raconter une histoire, jolie, sympathique, enrobée. C'était le plus beau jour de ma vie, c'était extraordinaire et cetera. Je pense que si je suis vraiment très honnête, en fait, c'est ma compagne qui voulait des enfants absolument. Moi, je suis stérile parce que j'ai eu tellement de traitements de radio, chimio lorsque j'étais notamment en, bulle stérile pendant la greffe, que je suis stérile à 100. Donc il y a zéro spermatozoïde qui reste. Que dalle, nada. Et donc elle, elle voulait absolument des enfants et moi, je pense que ma plus grande peur, c'était de me retrouver seule. Parce que j'estimais à l'époque que, enfin je c'est déjà être en couple, je trouvais ça vraiment trop cool, quoi. Donc en fait, je me suis lancée dans cette aventure, en partie, il y avait pas que ça, mais en partie parce que je me suis dit: Pourquoi pas, quoi?» Mais inconsciemment, c'était aussi parce que ça me faisait trop peur, de dire: «Non, je ne veux pas d'enfant, je veux pas passer par une, PMA parce que c'est trop compliqué et cetera». Parce qu'en fait, j'ai peur que tu te barres et ce qu'elle m'a dit effectivement, elle m'a dit: «Faut qu'on ait un projet commun pour avancer et moi, ça va passer par là, quoi». Donc à la base, voilà pourquoi. Ça, c'est la vérité. Ensuite, hem, ensuite, le le début était un peu rock'n'roll parce qu'en fait, 3 jours avant d'accoucher, il y a, mon pote, le docteur Arnaud, Arnaud R. À ce stade-là, c'est un pote. Hein, et il m'a tellement vu, il m'a tellement charcuté que, c'est le fou du bistouri que, heu, il m'appelle et puis il me dit: «Oui, allô Christophe, écoute, on a un petit souci là». En général, quand il m'appelle directement, c'est très mauvais signe. Ouais, j'imagine. Puis alors que quand il commence par: «On a un petit souci», Voilà, donc voilà, effectivement, a priori, cancer de la gorge. Donc il faut y aller, il faut opérer quoi, hein. Il faut pas traîner et enfin comme d'habitude avec moi, il faut pas traîner.
sinon ça dégénère et c'est terminé. Et ma compagne était à l'hosto à ce moment-là et alors c'était pas le jour, mais elle a accouché effectivement 3 jours après. Donc mais moi, en même temps, il fallait que je gère le tout l'émotionnel lié à l'arrivée d'une nouvelle vie quand même dans un couple qui est pas du tout un truc anodin, avec en plus gérer la possibilité d'avoir des sérieux, très, très sérieux soucis, de santé. Donc il fallait que je trouve tout un tas de rendez-vous, en urgence pour me faire opérer après à Paris, donc avec les IRM, scanners et cetera. Donc donc le contexte était hyper tendu et effectivement, heu, après l'accouchement, après que Anouk soit née, on bah, bon évidemment il s'est passé beaucoup de choses, mais il a quand même fallu que je gère ce truc, quoi. Donc je suis remontée à Paris, je me suis fait opérer, donc une semaine après, qu'elle soit née et puis j'ai eu quelques soucis parce que j'arrivais pas à me réalimenter après l'opération. Donc il a fallu en fait, les médecins voulaient me garder sur place av tant que je me réalimente. Donc je leur ai dit: «Non, je rentre chez moi». J'ai une petite bataille, j'ai dit: «Non, non, je rentre à la maison, ma place, elle est là» et mais c'était pas terminé parce qu'en fait, en gros, pendant 3 semaines, je pouvais plus m'alimenter, j'y arrivais pas, ça passait pas. Donc quasiment pas de nourriture, quasiment pas d'eau, c'était vraiment par gouttes et donc j'ai perdu du poids et vous savez ce que c'est tout au début, les nuits sont ce qu'elles sont. On était en hiver, donc pour aller faire des courses, il fallait déneiger le parking parce qu'il Oh là a là. neigé cette année-là, donc il fallait quand même 2-3 calories si tu veux pour faire tout ça, mais ça a fonctionné. C'est passé. Au bout de 3 semaines, j'ai rebu un verre d'eau et 2 ravioles. Franchement, c'était le deuxième plus beau jour de ma vie. C'était incroyable, quoi, c'était incroyable. Donc la vérité, c'est que le début de cette aventure-là de paternité a été, assez douloureux, en fait Mmh mh. et vraiment émotionnellement très complexe à gérer. Mmh. C'était difficile. C'était difficile et donc ça, c'est le début. Effectivement, tu disais rock'n'roll, ouais. Rock'n'roll et pourtant, heu, quelques années après, de plus en plus, je, je sais pas trop quoi dire tellement ça m'a changé quoi, en fait. C'est hallucinant. C'est incroyable. J'ai presque envie de dire, c'est, mais je je lui mettrai jamais évidemment cette, responsabilité-là sur les épaules, mais n'empêche que c'est mon meilleur médicament, quelque part. Tu vois? C'est-à-dire que, être papa, enfin moi ça m'a appris tellement l'humilité déjà surtout. L'humilité de pas savoir, encore récemment, je suis avec elle tout un week-end et elle pleure, mais parce qu'elle veut sa maman et 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 en fait, je peux rien faire, quoi. Elle m'a accepté de simplement être là et de savoir que tu peux rien faire pour aider, si ce n'est d'être là, d'être présent, de tenter de rassurer un petit peu, mais bon, tu vois qu'il se passe rien. Ben, ça t'apprend quand même, beaucoup de choses, quoi. Ah, tu dirais: «Ah ouais». Et donc ça me remet de plus en plus en contact avec, ce qui est essentiel, le fait qu'on ne contrôle pas grand-chose et qu'il faut être vraiment, humble par rapport à tout ça, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment ça mmh, Mmh mh. que ça m'apprend, quoi. Ouais, merci, hein. Quel Ouais, puis d'être dans le moment présent, j'imagine aussi. Ouais, 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 tout à fait, ouais. Il nous ramène beaucoup dans le moment présent. Oh la vache, mais non, non, c'est François Rostand qui disait, c'est les est-ce que tous les thérapeutes ont réussi à régresser jusqu'à l'âge d'un petit enfant qui a 2, 3, 4, 5 ans? Mmh mh. Parce que eux sont vraiment dans l'instant présent, ils ont pas encore l'étiquette de tout ça Ouais.
et donc ils sont complètement présents à la vie, avec les réactions qui vont avec et il y a pas de filtre, quoi. C'est ça. Et moi, c'est ça que je trouve, merveilleux, quoi. C'est vraiment merveilleux, franchement, Ouais, c'est génial. mais Il y a ouais. des moments où je me balade avec Noah dans la rue et puis, par automatisme peut-être, je lui dis: «À quoi tu penses là?» Il me dit: «Bah, à rien». Je regarde et je fais: «OK, bah, vas-y, viens, on continue». Parce que tu vois, c'est vraiment à la fois pour m'intéresser à lui, mais en même temps, c'est un vrai je vois que c'est un vrai automatisme voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager ou des choses comme ça? Mais on est déjà en train de partager, il me dit. Donc, mais bim, on marche ensemble dans la rue, quoi. Bah, ouais, ouais, donc, ouais, ouais, c'est des bons maîtres Ouais. sur ces points-là. Et tout ce que toi tu nous partages là aujourd'hui, tu vas aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, dimanche, mais tu vas le partager aussi en entreprise ou dans des conférences. Quel accueil, tu vois que tu as et sur quelle thématique, tu vois que tu as le plus d'impact? Bah, écoute, on va pas se mentir, alors je suis un petit peu embêtée parce que, je suis en train de changer un peu, le format de mes conférences, en ce moment parce que les retours que j'ai, souvent, c'est, «Ah, quelle histoire de vie, quelle leçon de vie» et cetera et ça m'emmerde. Mmh. Ça me fait chier qu'on me dise quelle leçon de vie, j'ai pas du tout envie d'être une leçon, je ça m'intéresse mais vraiment pas, quoi et et donc de plus en plus, je cherche moi-même me rabaisser en fait, pour être, pour être comme tout le monde, quoi, tu vois? Et parce que c'est tellement facile, le format conférence est quand même particulier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans une salle, qui n'ont pas la plupart du temps en entreprise, ils n'ont pas choisi d'être là, ils n'ont pas décidé d'être là, ils n'ont pas dit: «Ah ouais génial, je vais aller à cette conférence, écouter tel mec parler de tel sujet». Non, on leur impose ça et en plus le mec il est sur une estrade, il a toute la salle, et la plupart des gens par convention sociale se taisent plus ou moins, quoi. Sauf si vraiment tu es très mauvais et il peut se passer des choses, mais et donc il y a une forme de distance qui se crée et cette distance-là m'embête de plus en plus et tu vois avant, je partageais simplement donc il y a une petite partie, témoignage parce que je sais que, cette histoire-là, touche tout simplement. Ce parcours touche un petit peu, tu vois? Chut, hop, mais et et puis en même temps, je partageais 4 idées très simples. Moi, je suis vraiment pour les fondamentaux. Je crois qu'il y a pas beaucoup de trucs vraiment importants dans l'existence. Donc un, c'est hyper enfin, vous avez déjà tout entendu, vous savez tout en vrai, hein, il y a rien de nouveau, c'est pas, comment est-ce qu'on dit? Hem, il y a un mot dans la tech, heu, Innovant? Non? disruptif, voilà. Ah. Il y a rien de disruptif, il y a rien d'innovant. C'est Moi, mes messages, ils sont très simples, c'est 1, quelles envies vous gardent en vie? Quels sont les projets qui sont vraiment importants pour vous, quoi? Tout simplement, les trucs qui vous tirent vers l'avant, qui vous donnent envie de vous lever le matin et puis, d'y aller avec du plaisir, de la joie, tout ce que vous voulez, quoi. 2, qu'est-ce qui est essentiel? Donc quelles prises sont vraiment essentielles à chaque instant? Et donc je raccorde évidemment avec enfin, je file toute la métaphore de la grimpe qui est assez chouette, quoi, tu vois? Et donc les prises essentielles, ça se décline dans, toutes les dimensions, c'est-à-dire quelles sont vraiment les personnes qui sont importantes pour vous, quelles sont les croyances qui vous semblent être essentielles, quelles sont l'action, la prochaine action qui est la plus importante. Est-ce que c'est prendre ma tisane, boire ou alors enfin, voilà quoi. Quelle est la prochaine prise tout simplement? Le pendant de ça, c'est qu'est-ce qu'on doit lâcher? Parce que pour grimper, pour avancer, pour prendre un petit peu de hauteur, voire même pour désescalader, il y a un moment donné, je suis obligée d'oser, ouh là là, attention, lâcher la prise que j'ai Mmh. et éventuellement essayer peut-être d'aller chercher quelque chose d'autre, une autre prise. Donc il faut que c'est nécessaire d'avoir ce courage-là de lâcher tout un tas de trucs, quoi.
Mais l'être humain s'accroche à tout et à rien et à n'importe quoi et à son histoire et à ses excuses et à ce qu'il se raconte. Enfin, vous le savez tous les 2 très bien. Voilà, l'inconnu fait flipper, et des sources, d'angoisse, si on en cherche, on en trouve. Donc on reste accrochés comme des neuneux, tu vois? Donc lâcher tout ce qui semble être, superflu et puis le dernier truc, c'est, heu, bah, simplement remercier, quoi. Parce qu'on a du bol d'être là. Donc cette idée d'avoir de la reconnaissance, d'avoir de la gratitude pour simplement tout ce qu'on a, je trouve que c'est absolument fondamental. Et d'ailleurs, c'est le petit détail qui fait que lorsqu'on va vers un projet, un rêve ou un podium, en fait, peu importe, ce que c'est, s'il y a que ça, je me mets tout le temps la pression de vouloir absolument aller là-bas, mais inconsciemment, heu, très souvent, je pense que tu le vois, c'est-à-dire que c'est quand, j'y serai arrivée qu'enfin je vais pouvoir, fêter, célébrer, être content de moi et cetera et cetera. Alors que la gratitude permet de rééquilibrer émotionnellement, c'est-à-dire de se dire qu'en fait j'ai déjà tout réussi. J'ai déjà tout réussi, c'est bon, quoi. Et j'irai même plus loin. En fait, il y a besoin de rien réussir du tout, quoi. On s'en contrebalance de réussir ou de ne pas réussir. Mais bref, tout est déjà parfait comme ça et donc je remercie et à partir de là, on peut quand même continuer d'aller de l'avant. Mais on le percevra beaucoup plus comme un jeu et donc avec beaucoup moins de pression. Avec beaucoup moins de pression et plus de légèreté, plus de flexibilité, pardon, plus d'ajustement. Mais ces 4 thématiques que j'aborde, l'air de rien, ça reste des messages, ça reste des injonctions, quoi, tu vois? Mmh. Donc ça m'embête et donc c'est pour ça que, là, je suis en train d'inclure tout un tas de passages dans en fait, parfois, la seule envie la plus importante, c'est de ne pas avoir d'envie. Parfois, on a envie de rien, bordel et c'est parfait, quoi. Non, mais tu d'accord, quoi, tu vois? Bah, ça remet dans le moment présent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, exactement. Donc ouais. Bah, ouais et puis pareil pour l'essentiel. Parfois l'essentiel c'est qu'en fait, mais il y a rien de là, tout me fait chier, quoi, hein? Mais en fait, lâcher le superflu, mais j'ai pas envie de lâcher, en fait. Mmh mh. J'y tiens à ce truc-là, là, Mmh mh, mmh. j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de dire un truc intéressant, quoi, tu vois? Puis pareil pour, la gratitude. Mais qu'est-ce que ça m'emmerde d'être reconnaissant et tout, non mais c'est bon, quoi, c'est enfin de et c'est aussi valable. C'est aussi valable. J'avais vu des gens, j'ai eu l'occasion de croiser des gens qui culpabilisaient lorsqu'ils ne faisaient pas leur cahier de gratitude. Donc c'est l'outil de J'adore. développement perso utilisé des fois sur cahier de gratitude. Tu peux faire ça le matin ou le soir. Enfin, tu notes 3 trucs ou 5 et tant soit peu, l'idée est plutôt bonne, mais après à partir du moment où elle devient une injonction comme, faire ta méditation, faire ton yoga, ouais, non, mais en fait, j'ai pas fait tout ça depuis une semaine, C'est ça. du coup, je suis pas bien et tout. Et ben, c'est que ça marche plus, enfin, donc c'est vrai que je comprends les Oui, dérives par lesquelles, enfin, je comprends avec quoi tu peux essayer de jongler dans ces paradoxes-là. oui, Est-ce que tu oui. crois qu'on peut, au-delà de l'envie de pas avoir envie, enfin, est-ce qu'on sans injonction, sans cadre, ça pourrait fonctionner? Est-ce qu'on pourrait vivre sans injonction? Bah, non et c'est ça le paradoxe. Mmh. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un cadre pour le faire valser, quoi. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, ton côté rebelle. Ouais, S'il y avait ouais, pas eu de ouais. cadre, en fait, peut-être le côté rebelle se serait pas rebellé. Ouais, exactement. Il aurait pas eu l'occasion de s'exprimer, quoi. Mmh. Donc ouais. Mmh. Hem, est-ce que, tu veux nous parler d'un peu de ton bah, tu l'as un peu fait là, de ton actu ou de ce vers quoi tu vas, sur ce que qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Qu'est-ce qui te plaît en ce moment? Qu'est-ce que Bah, ce qui me plaît en ce moment, oui, c'est de vivre quand même, et c'est vraiment mais on en parlait tout à l'heure, c'est de profiter honteusement, quoi. C'est-à-dire d'arrêter de m'en vouloir, quoi.
C'est-à-dire que quand je t'appelle, tu me continueras de me dire: «Bah, écoute, là, je monte au ski pendant 2 jours Mais et je te mais rappelle, complètement. Mais 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 complètement, quoi, franchement. Mais c'est une aventure de déconstruction et de désescalade que je trouve vraiment, ça libère, quoi, Mmh. tu vois, quoi. Ça fait vraiment du bien mmh, de tout lâcher, et puis d'arrêter de se prendre le chou, quoi, tout simplement. Et l'air de rien, il y a quand même un truc que j'essaie de transmettre et qui me tient vraiment à cœur dans à peu près tout ce que je fais, mais ça inclut ma vie personnelle, ça inclut mon quotidien lorsque je fais la vaisselle, lorsque, lor lorsque je fais mon lit, bien proprement, gentiment le matin, parce que j'aime bien avoir, la couverture qui soit bien mise, le soir et tout. Bah, c'est c'est en fait, ce qui compte, c'est vraiment pas les événements, c'est-à-dire que c'est vraiment pas ce qui arrive, c'est quelle est l'histoire, c'est comment je vais prendre les choses, quoi. Quelle est la petite histoire que je vais me raconter par rapport à ce qui arrive? Comment je vais prendre le quotidien? Et on est toujours sur cette thématique, de la prise et c'est là où on a le choix et c'est là où on peut vraiment s'amuser, quoi. Donc le plus important, c'est jamais ce qui nous arrive, c'est ce qu'on fait avec. C'est l'histoire, c'est le narratif intérieur, c'est le narratif collectif qu'on se raconte et on et 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 là, il y a un espace de liberté. On peut tellement s'amuser, on peut tellement rigoler. Franchement, un exemple, avant que Anouk naisse, on a eu 2 chats. C'était pas volontaire, mais bref, on a récupéré 2 petits chatons, trouvés par des amis sur une route en Bourgogne et avant, on habitait à Paris dans un petit appartement et dans l'appartement, il y avait la litière des chats et au début, ça me faisait, un peu chier, c'est le cas de le dire, de nettoyer la litière et à un moment donné, je me suis dit parce que quand on s'est lancé dans cette aventure d'avoir un enfant, hem je me suis dit: «Non mais attends, qu'est-ce que tu pourrais te raconter comme histoire un petit peu rigolote pour rendre ça un peu plus joyeux, quoi?» Et là, je me suis dit: «OK, en fait, je suis en train de m'entraîner pour les cacas qui vont arriver et les couches que je vais devoir changer, 6 fois par jour au début». Et donc tout de suite, c'était beaucoup plus léger et d'ailleurs, je savais pas que tout au début, il fallait changer les couches, 5-6 fois par jour, quoi. J'étais là mais vraiment, j'étais un novice, quoi. Laisse tomber. Donc ouais, on peut se raconter plein d'histoires et ce qui compte, je pense, c'est s'amuser avec ça, quoi. On s'amuse pas assez, je trouve, quoi. Mais s'amuser sérieusement, quoi, tu vois? À ton avis, pourquoi est-ce que avec comment pourquoi les gens s'amusent, pourquoi c'est si difficile de s'amuser? Tu dis: «On s'amuse pas assez», Moi, j'ai l'impression que c'est qu'une histoire d'épigénétique et puis de conditionnement de l'environnement et puis de désertion de son de sa de sa liberté, quoi. Parce que c'est complètement paradoxal. Aujourd'hui, on a tout, on a vraiment tout ce qu'on veut, quoi. Franchement, on peut acheter absolument tout ce qu'on veut. On peut apprendre tout ce qu'on veut, même gratuitement. Sur internet, il y a absolument tout ce qu'on veut. Il y a pas besoin de débourser un centime, pour apprendre comment faire de l'hypnose, pour appre enfin, on on a le choix sur tout et pourtant, on est malheureux, on est anxieux, on se prend la tête pour des broutilles et c'est OK, on a le droit et on a simplement oublié qu'on avait, la liberté bah, de choisir autre chose, quoi. Et de penser différemment et de voir les choses différemment. Parce que c'est vraiment ça, c'est je pense que c'est le seul truc un peu intéressant, quoi. C'est que, c'est qu'on voit pas la vie comme elle est, mais comme, nous, on met notre filtre, quoi. Et quoi qu'il arrive, on met un filtre, qu'on en ait conscience ou pas. On en met forcément un, mais on peut le choisir ce filtre-là, quoi. On peut le choisir, quoi. Imaginons que, Anou soit un peu plus grande, toi tu lui dirais quoi pour essayer de l'aider ou de l'accompagner à se rappeler à la fois de ce filtre et puis en même temps, qu'elle peut jouer? Je lui dirais, hem: «Fais ce que tu veux».
parce que même cette injonction que je viens de dire, jouer, 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 si ça devient une directive: «Oh merde, je me suis pas amusée aujourd'hui». Voilà, hop, je me mets un coup de fouet dans le dos, voilà, donc ça va pas non plus. Donc j'ai en fait, j'ai envie de lui transmettre de moins en moins de choses, mais par contre, de lui donner certains cadres pour que régulièrement elle puisse les exploser. Parce que c'est là qu'on se renforce, c'est là qu'on s c'est là qu'il se passe des choses, quoi. Paradoxalement, c'est quand on est au contact, d'événements qui sont pas faciles que qu'on se découvre, quoi, et qu'on apprend un peu plus de ce qu'on est capable d'être, de faire, et tout. Donc les cas sont tout aussi importants, quoi. Mais sinon, je sais que je serai un mauvais père quoi qu'il arrive. Je sais que je ferai pas les choses comme il faut, mais je sais qu'il y a des trucs que je ferai bien aussi, et puis voilà, quoi. Donc j'évite de j'essaie d'éviter, mais je sais que j'y arrive pas, de trop dire de trucs, quoi. Voilà. On arrive, doucement, vers la fin de ce moment. Il y a une question qu'on aime bien aussi poser à la fin. C'est, quelle est selon toi, la définition d'un héros minuscule? Waouh! Pour toi? Un héros minuscule, c'est une personne qui vit sa vie tout simplement et qui fait de son mieux au quotidien. Point. Super. C'est Voilà. clair, net. Est-ce que, il y aurait quelqu'un justement que tu aimerais, nous recommander ou que toi tu aimerais, avoir à ce micro? Est-ce que tu penses à quelqu'un? Si je suis un peu, coquin, c'est la première pensée qui me vient, les, je pense à, toutes ces personnes qu'on n'aurait jamais imaginé, inviter, dans ce genre d'endroit. Je pensais à, par exemple, ta mère que j'ai croisée tout à l'heure. Tu vois, je pensais à des profils, comme ça, c'est-à-dire, des personnes où, on se dit, instinctivement, qui seraient potentiellement, à l'opposé d'une personne intéressante, quoi, des choses à dire sur le sujet, et cetera, et cetera. Ouais, donc des personnes tout à fait lambda et qui, en fait, ne le sont absolument pas du tout, quoi. Donc c'est ça qui me vient, en tout cas, lorsque tu me poses cette question-là. Mmh, Après, évidemment, il y a des noms comme ça, mais mais ouais, ça, j'aime bien ça. OK. Ouais, ouais, ça, j'aime bien. On va aller en chercher alors. Ah ouais, on va continuer à en chercher. C'est très rigolo que tu parles de ma mère parce que, J'osais pas le dire, mais parce qu'elle est passée sur donc c'est le premier épisode Ah bah, du podcast, bah, voilà. et non pas parce qu'elle est ma mère, mais parce que, tu as goûté son miel là dans la tisane que tu as bu, Oui. elle aimerait pas que je dise ça, elle aimerait que je dise le miel des abeilles dont elle s'occupe, et où elle utilise, l'apiculture, dans un projet social de réinsertion de personnes, immigrées, qui ont eu des parcours de vie pas possibles, donc mais écoute, c'est chouette. Je pense qu'on a plein de personnes sur le podcast pour plein de raisons, parce que tu dis, voilà, parce qu'elles sont intéressantes. Effectivement, nous, je pense que les auditeurs doivent le capter maintenant, c'est qu'on considère que chaque histoire est digne d'intérêt, Ouais. et Ah ouais. et que toi, ton histoire à toi, elle est digne d'intérêt. Elle sera bien sûr, il y a la chronologie, les cancers que tu comptes plus, et mais en fait, elle est pas digne d'intérêt pour ça, elle est digne d'intérêt pour ce que tu penses et ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Parce que le prisme et l'histoire que tu racontes et que tu partages,
aujourd'hui, c'est ton interprétation d'aujourd'hui et qui est un vrai cadeau. Donc, tu disais tout à l'heure, ta quatrième, ton quatrième slide, c'est remercier. Je pense qu'on peut te remercier beaucoup. Tu vois, Bah, avec remercier les plaisir, rôles. c'était trop cool en tout cas ce petit moment passé ensemble. Bah ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé, dire, un message à faire passer? C'est le moment micro ouvert, tu vois. Il regarde la caméra. La vacuité et eh ben, non, Ok. c'est parfait comme ça et je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps, d'écouter tout ça et de rester avec nous parce que c'est du temps et que le temps il est précieux. Donc je sais pas du tout ce que vous allez, prendre, ne pas prendre et cetera, mais en tout cas, je trouve ça vraiment, chouette de savoir qu'on n'est pas que tous les 3 en fait dans ce moment-là, quoi. Mm. Ouais, ouais. Voilà, ça c'est cool Exact. ça, ça c'est vraiment cool, quoi. Ouais, puis je pense Ouais. que ça fait plaisir aussi aux auditeurs de leur dire qu'on se rappelle qu'ils sont là, en tout cas, Oui, tu vois. oui, Je sais que j'aime bien ça quand j'écoute un podcast. ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais. Un livre, un film à recommander qui t'a inspiré? Moi, j'ai un livre de chevet depuis longtemps qui s'appelle, heu «Jamais contre d'abord» de Roustan. C'est un truc un peu spécial, mais vraiment, ça fait des années que je l'ai, que je le relis, que je le réintègre et cetera parce que c'est vraiment très, 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 très précieux. C'est un livre de thérapeute, hein, donc un peu ardu quand même. Ouais, puis Roustan, c'est pas le plus simple sur lequel on peut, Non, mais rentrer, mais ça vaut la peine. ça vaut la peine. Après moi j'aime bien j'aime bien, de tous les auteurs qui déconstruisent un petit peu, tu vois? Ce que fait, Fabrice Midal, par exemple, je trouve ça vraiment chouette. Enfin, il y a pas mal d'auteurs comme ça que j'apprécie. J'aime beaucoup, mais pareil, à rien à voir, L'Art chevaleresque du tir à l'arc. Ah! Et mais il est légendaire ce petit bouquin. Celui-là, il est un peu plus accessible. Déjà, il est plus petit et franchement, juste lisez-le et puis vous comprendrez ou peut-être pas, plein de trucs. C'est un de ses préférés aussi. Ouais. Il y a une époque, moi, je l'offrais même à mes clients. Ouais. Ouais, Moi, ça m'est arrivé de l'offrir, de le recommander, de le commander, de le faire livrer chez certaines ouais, personnes. Ouais, pareil, ouais. ouais. Super, super livre. On mettra tout ça dans le descriptif. Pour te joindre, pour te contacter, les gens font comment? Bah, il y a un site internet, christophebuchet.com et pour les réseaux, c'est que sur LinkedIn maintenant parce que tout le reste, mmh, j'ai quasiment arrêté, quoi. Voilà. OK. Bah, merci beaucoup pour ce moment de partage. Grand, grand plaisir. On s'est bien amusé un petit peu quand même? Ah oui. Ouais. Ah oui, oui, on s'est bien amusé. C'était chaud de temps en temps aussi, j'espère? Oui, OK, parfait. c'est bon. C'est bon. C'est bon, sauce roquefort, Ah bah, impeccable. écoutez là, À bientôt Christophe. À à Merci bientôt. bientôt. beaucoup. Bye bye.